Dondac est spécialiste du scepticisme philosophique et de philosophie du cinéma. Elle a édité, traduit ou co-traduit plusieurs ouvrages de Stanley Cavell. Elle est l'auteure d'un ouvrage sur sa pensée du cinéma, Stanley Cavell, Le cinéma et le scepticisme, qui est apparu au PUF en 2011. Elle travaille sur le scepticisme au cinéma à travers divers corpus de films, Desplechin, Malick, Dardenne, documentaire polonais des années 1980, film japonais sur la crise nucléaire de Fukushima. Alors vous voyez, c'est un trait divers et très riche, et donc je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation très généreuse et un grand merci à l'organisation Psychologue qui a tourné le dos pour cette invitation. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir présenter ici un travail dont je dois vous dire que c'est vraiment un travail en cours et que j'en présente pour la première fois vraiment le cœur, donc ce qui explique un peu mon émotion aussi, que je vais hésiter sans doute un petit peu bafouiller et je m'en excuse d'avance. Mais c'est vrai que les occasions sont rares pour moi de travailler vraiment au cœur, d'être au cœur de ce qui m'occupe intellectuellement, c'est-à-dire la philosophie du cinéma. Je suis philosophe de formation, je n'ai pas du tout fait une thèse sur le cinéma et aujourd'hui j'enseigne les études cinématographiques. Donc, même si mes recherches tendent à tenter de se faire rencontrer les deux, et les occasions de le faire vraiment, à la fois c'est difficile intellectuellement pour moi, je trouve, et en outre les occasions de le faire sont rares, donc vraiment je vous suis très 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 reconnaissante de cette occasion. Donc l'objet en fait de cette intervention, c'est de croiser donc des textes. En plus, là, au plan philosophique, on s'inscrit dans la déchirure des traditions philosophiques, ce qui ajoute à la déchirure, disons, entre la pensée discursive et la pensée telle qu'elle émane, chemine dans les œuvres d'art. Donc la difficulté va être de m'installer dans ces différentes fractures. Mais c'est vrai que la première idée, c'était de mettre en rapport, donc, d'une manière qui n'est pas du tout d'opposition, mais au contraire d'inspiration, les textes, certains textes d'Emmanuel Levinas et certains textes de Stanley Cavell, qui est donc philosophe américain contemporain, qui a enseigné à l'université d'Harvard et qui est aujourd'hui à la retraite, et qui a beaucoup lu et travaillé à partir de Levinas, et d'ajouter en fait à la circulation un troisième pan qui est l'œuvre à la fois philosophique et cinématographique de Luc Dardenne, qui est donc le cadet des deux frères Dardenne, cinéastes 2 fois primés au Festival de Cannes, dont la réputation et la notoriété est faite. Mais dont la notoriété, disons, est faite en tant que cinéaste, couple, fratrie de cinéastes de fiction. Ce qu'on sait moins, c'est que donc le cadet de ses frères a une formation de philosophe et qu'il a travaillé à l'université de Louvain sous la direction de Jacques Tamigno, et donc que Améry était également une lecture absolument cruciale dont vous parliez tout à l'heure, pour lui, et donc qu'il a travaillé dans l'inspiration des textes de Levinas à un mémoire de philosophie à l'époque sur Cornelius Castoriadis, et que la présence des textes de Levinas est très frappante dans ces trois en fait ouvrages de philosophie dont il est l'auteur, qui sont chronologiquement au dos de nos images. Le premier volume, paru au Seuil, en 2005, qui est un carnet de bord de création cinématographique de 1991 à 2005. Le volume 2, c'est l'ouvrage qui est apparu le plus récemment, qui vient de paraître en fait en mars de cette année, au dos de nos images, donc 2, qui relate carnet de bord de la création des frères Dardenne entre 2005 et 2014. Et cet ouvrage qui est apparu entre les deux, qui s'appelle Sur l'affaire humaine. Et donc je m'appuierai sur les citations de Levinas dans ces 3 ouvrages pour tenter en croisant donc ces 3 types de sources, tenter de progresser de la question de l'autre, du face-à-face avec autrui qui fait l'objet de la rencontre, c'est-à-dire de l'usage strict cavellien des textes de Levinas, et vers la question du dire, qui me semble plus profondément nouer ensemble à un second niveau les textes, les films de ces 3 penseurs,
Donc avant d'entrer dans le vif des textes et de leurs questions, je voudrais en quelques mots rapidement relater les faits qui produisent des entrelacements empiriques entre ces trois champs, ces trois auteurs. Donc la première chose est donner quelques repères un peu précis de textes et de sources. Le philosophe américain, donc Stanley Cavell, a développé dans les années 60 et ensuite dans toute sa carrière philosophique, mais l'ancrage est à la fin des années 50 et dans les années 60, une réinterprétation du scepticisme qui est inspirée de la philosophie du langage ordinaire, donc de Wittgenstein et Austin. Mais il a aussi toujours été soucieux de penser dans la déchirure des traditions philosophiques, là je le cite, et s'il n'est aucunement rattaché à un courant de pensée post-structuraliste qui a cependant bien sûr été extrêmement influent aux États-Unis, il reste qu'il a dans de nombreux textes exploré les coïncidences, dit-il, les rencontres entre ces accentuations philosophiques et celles qui sont nées de ce côté-ci de l'Atlantique, d'une autre, de la lecture de Kant ou de Husserl. Et c'est ainsi que non seulement il a été conduit à lire et discuter de manière très précise les travaux de Jacques Derrida, en particulier dans La Voix et le phénomène. Un chercheur français qui s'appelle Raoul Moiti a produit une analyse passionnante des rapports entre Cavell et Derrida, ce qui n'a pas été fait, et je ne le ferai pas non plus ici, je n'aurais pas cette ambition, mais qui pourrait l'être, ce serait de réfléchir de la même manière, comme Raoul Moiti l'a fait, des liens entre Cavell et Derrida, à la citation de Lévinas, la présence de Lévinas dans les textes de Cavell. En particulier dans un texte qui est un texte assez tardif, qui est apparu dans ce livre qui s'appelle Philosophy the Day After Tomorrow, qui a été traduit, donc Philosophie le jour d'après-demain, aux éditions Fayard, et un essai qui s'appelle Le scandale du scepticisme, dans lequel Cavell cherche à comprendre, je le cite, comment des ambitions philosophiques et religieuses aussi différentes que sont les miennes et celles de Lévinas peuvent avoir engendré des coïncidences phénoménologiques, ce qu'il l'entend par là, aussi précises. Donc c'était le premier point, puisque donc ma première tâche sera de tenter de rendre compte de justement ces coïncidences philosophiques, des termes dans lesquels elles sont données chez Cavell, et de la lecture qu'on peut en proposer. Et la lecture que j'en proposerai justement ira de la question de la reconnaissance d'autrui, qui fait passage clairement entre les deux auteurs, à celle du dire, qui est à mon avis un passage plus souterrain, qui n'est pas textuel chez Cavell, mais qui, à mon avis, est un point de coïncidence justement phénoménologique profond entre Cavell et Lévinas. Deuxième élément factuel qui est important pour moi aujourd'hui, pour justifier un peu toute ma question, qui peut paraître un peu incongrue entre le dire Cavell, Lévinas, Dardenne, c'est que, donc comme je le disais, je l'ai déjà mentionné, Luc Dardenne a fait une thèse sur Castoriadis en 1979, sous la direction de Jacques Tamigno à Louvain, et qu'il a eu, je précise un petit peu mes éléments factuels, qu'il a eu comme professeur à ce moment-là, il était professeur invité à Louvain, Lévinas, et que suite à ses enseignements et à la thèse qu'il a soutenue donc à Louvain, Luc Dardenne, accompagné de son frère aîné, ont conçu le projet d'un documentaire sur Ernst Bloch, en fait, qui les a conduits à se rendre à Paris et à rencontrer Lévinas, rencontre qu'il a racontée sur France Inter dans une émission, il se trouve, assez récente. Il n'en avait pas parlé, il n'y a pas de trace écrite, disons, de cette rencontre, et on a cependant cette trace de voix, dont on verra que la voix c'est important, dans cette émission de février, du 7 février 2015, tout récemment, à l'occasion de la parution du deuxième volume de Au dos de nos images. Et donc il relate cette rencontre avec Lévinas, au cours de laquelle il lui a demandé de participer au documentaire qu'il préparait, et en particulier de réagir à cette lecture qu'il proposait du principe espérance dans ce film qu'il projetait, qui consistait à interroger justement comment la question de savoir si Auschwitz n'était pas finalement la catastrophe qui empêchait tout espoir, toute résistance. Question à laquelle Lévinas lui aurait répondu
que résister, les hommes l'ont toujours fait bien avant le XXe siècle, mais que la nouveauté du XXe siècle, à cet égard, à l'égard de la question du mal, c'était l'extermination d'un peuple parce qu'il était juif, et que cette question-là, et qu'il ne pouvait pas sortir de la pièce, hein, lui, Luc Dardenne, en ayant le projet d'un film sur Ernst Bloch et sans avoir compris ça. Donc c'était une histoire assez drôle qu'il l'aurait retenu comme ça en reprenant son argument, cette réaction qu'il avait d'une manière qui n'est pas sans évoquer pour moi ce que Lévinas dit parfois du retour inlassable de la question sceptique, par exemple, hein, du scepticisme qui était important pour Cavell, d'un retour qui est lié à l'incommensurabilité de l'obstacle qui se dresse dans ces moments-là. Donc, au terme de cette rencontre, Lévinas lui aurait garanti qu'il était d'accord pour participer au film. Il aurait été convaincu par Luc Dardenne, et puis, heure et malheur de la production cinématographique qui demande plus qu'un papier et un crayon, le film ne s'est pas fait. Malheureusement. Donc ça, c'est le deuxième élément un peu factuel qui, en quelque sorte, fonde pour moi le recours au texte de Luc Dardenne et à la manière dont il convoque Lévinas. Puisque, à la fois dans ses notes philosophiques, son carnet de bord au dos de nos images, et dans le livre de philosophie qu'il a publié, qui s'appelle « Sur l'affaire humaine », Dardenne cite souvent Lévinas, et il le cite précisément au sujet de cette question du face-à-face avec l'autre et de l'interdit du meurtre, qui constitue justement, je pense, cette coïncidence phénoménologique relevée par Cavell entre sa philosophie et celle de Lévinas. Donc il y a un premier nœud qui est assez apparent entre ces trois auteurs sur cette question-là. Mais de nouveau, je pense que cette question d'autrui recouvre, me semble-t-il, dans les films des Dardenne, des événements de cinéma, et j'y viendrai on verra, si on a le temps, un ou deux extraits. Donc cette question du face-à-face avec autrui recouvre des événements de cinéma qui ont à voir avec le silence et la voix, avec cette distinction que fait Lévinas dans Autrement qu'être entre le dire et le dit. Et c'est ce que je tenterai de montrer donc, dans un second temps d'exposé. Pour clore cette deuxième remarque, je voudrais dire que me suis aussi appuyée pour réfléchir au rapport de Luc Dardenne à Lévinas sur un mémoire, donc sur ce mémoire qu'il a rédigé sous la direction de Jacques Tamigno, qui n'est pas publié, etc., et dont j'ai la chance d'avoir été destinataire, et c'est un privilège évidemment pour un chercheur. Troisième élément empirique, et c'est le dernier, qui produit pour moi la nécessité d'un troisième moment dans ce questionnement, c'est qu'en juin 2011, Stanley Cavell et Luc Dardenne ont pu se rencontrer et dialoguer ici à Paris, dans une journée d'études qui a été organisée par Sandra Legier, se trouve à Paris 1, et que lors de cet échange, en fait j'avais préparé la rencontre puisque j'ai aussi participé à l'organisation de la chose, j'avais préparé la rencontre entre Luc Dardenne et Cavell en envoyant quelques questions à Luc Dardenne sur sa lecture de Cavell, qu'est-ce qui avait compté pour lui, pourquoi est-ce qu'il était désireux de rencontrer ce philosophe américain. Et il se trouve que dans sa réponse, qui est une réponse écrite, ce qui me permet donc de la citer devant vous, qu'est-ce qui surgit alors que la question était « Pourquoi Cavell ?», c'est Lévinas. Et donc je vous lis cette réponse de Luc Dardenne, qui me répondait en fait sur sa lecture du livre de Cavell sur les comédies du remariage, les comédies hollywoodiennes du remariage. Il me dit « Lorsque je vois une comédie du remariage, je prends beaucoup de plaisir à voir la parole circuler, vivre, rebondir, faisant bouger les personnages, leurs relations, les emmenant vers leur moi non réalisé mais réalisable, vers le monde vert. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à nos films, à nos personnages qui sont si seuls, emprisonnés, emmurés dans leur silence, paraissant avoir perdu toute confiance dans la parole. Comme si aller vers le monde vert dans nos films consistait à sortir de ce silence et découvrir un premier échange, comme si nos films commençaient là où commence une conversation, la découverte de la possibilité de la conversation, qui est aussi découverte de l'impossibilité de tuer, d'où la centralité de Lévinas. Donc pour évoquer l'influence de Cavell dans son travail de scénariste et de cinéaste, Luc Dardenne faisait de lui-même le détour par Lévinas, corrigeant en quelque sorte une influence par l'autre, déplaçant l'accent de l'une par l'autre. Et la question du langage, donc d'une découverte première de la possibilité de converser
intervenait comme centrale, comme le soubassement de la question du face-à-face avec autrui. Et donc, ce que moi, ensuite, en relisant Lévinas, je relevais comme étant cette question du dire, en réalité, chez Lévinas, c'est une distinction entre le dire et le dit, qui peut-être recouvre un petit peu, enfin, c'est pour moi en tout cas, ces deux conceptions, ces deux accents qui sont dans le titre du colloque, adresse et argument. Ils sont un peu deux accents. Donc, d'où pour moi cette troisième tâche qui est déployée dans le cinéma des Dardennes, donc là, à partir des films, l'exploration de ce dire lévinassien, voir comment le dire de Lévinas se déploie dans les films des Dardennes. Donc, déploiement qui rencontrerait ce que Cavell, à mon avis, appelle « to mean », puisque mon idée est de rapprocher la distinction entre dire et dit chez Lévinas de la distinction que Stanley Cavell fait et qui est centrale dans sa réinterprétation du scepticisme philosophique, du point de vue de la philosophie du langage ordinaire, entre to mean et to say, entre le dire et le vouloir dire, distinction qui est au cœur du premier article de philosophie centrale dans sa production, qui s'appelle « Must We Mean What We Say », qui date de 1959, et qui a donné le titre de son premier ouvrage, qui est une collection d'essais, qui s'appelle donc « Must We Mean What We Say ». Et donc, de retrouver donc, dans cette exploration, de chercher dans cette exploration du dire lévinassien, du mean cavellien, des silences et des voix et des hoquets de la voix humaine chez les Dardennes, y chercher justement une réponse inlassable au scepticisme. Et je retrouve là cette question qui me semble être, mais là par pur héritage de Stanley Cavell, qui me semble être la question qui travaille le médium cinématographique, où le cinéma peut penser par-delà justement les réponses discursives, thétiques de la philosophie, mettre en évidence des réponses au scepticisme qui soient d'un autre ordre et qui soient sans doute de l'ordre de ce que Lévinas convoque justement dans Autrement qu'être. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc premier point, Cavell, lecteur de Lévinas, en quoi consiste le scandale du scepticisme, donc, qui est dans cet article tardif des années 90 où Cavell cite Lévinas. Donc tout d'abord, cette référence à Lévinas chez Cavell, elle a ce site paradoxal qu'elle arrive tardivement, non pas donc, dans le grand œuvre philosophique de Stanley Cavell qui est intervenu, qui est apparu en 1979, qui s'appelle The Claim of Reason, qui est le résultat de sa thèse, de son doctorat de philosophie qu'il a soutenu en 1971, donc il y a un peu un écart temporel avec le moment de sa publication. Donc ce n'est pas à ce moment-là que la référence à Lévinas apparaît comme cruciale, mais dans un second temps, donc dans cet ouvrage tardif qui s'appelle Philosophy the Day After Tomorrow, et surtout, deuxième point qui m'intéresse, cette référence à Lévinas, elle a beau concerner ce que Cavell appelle la question de l'autre, question de l'autre par laquelle Cavell introduit dans son œuvre la référence à Wittgenstein, sur cette question de problem of others, qui est devenu un problème à la fois de commentaire classique de Wittgenstein et un problème philosophique de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Donc Cavell, en fait, a beau... Donc la référence à Lévinas a beau concerner ce que Cavell appelle la question de l'autre, et pointer une parenté profonde des coïncidences phénoménologiques avec Lévinas, elle a en réalité pour objet, me semble-t-il, de faire advenir dans la pensée de Cavell ce retournement crucial par lequel Cavell reprend cette expression fameuse du scandale du scepticisme, expression kantienne, pour la retourner contre le locuteur. Donc c'est tout le travail que fait Cavell dans cet essai, mais qui en fait est le travail qui sous-tend les voies de la raison et toute sa réinterprétation du scepticisme, de retourner donc l'idée d'un scandale sceptique contre non pas au sens de l'opposition, mais au sens de upon, en fait, vers le locuteur, la retourner vers le locuteur et vers sa manière justement de parler, de vouloir dire ou pas ce qu'il dit, de mean ou pas ce qu'il dit. Et de révéler, donc derrière le prétendu scandale sceptique, un scandale qui n'est autre que celui que nous sommes dans nos moments d'incapacité et de refus à vouloir dire.
Nous, et là le passage chez Cavell est immédiat, et je pense c'est un passage qui est présent dans les films aussi des Dardenne, nous, à la fois refusant de vouloir dire, et ce faisant, et là le passage peut paraître, on peut avoir le sentiment d'un écart un peu choquant, mais je pense que c'est c'est là où le cinéma nous est précieux pour combler certains, pour penser dans des écarts que la pensée discursive dont elle donne la vision, là où l'art nous permet de voir les rencontres comme ça conceptuelles entre d'une part donc, nos refus de vouloir dire et d'autre part des moments où nous sommes des meurtriers potentiels, dit Cavell. Donc je rappelle l'argument kantien dans une note de la préface de la seconde édition de la critique de la raison pure à propos des corrections donc apportées dans la rédaction. Kant dit, donc je cite, parle d'un scandale pour la philosophie et pour la raison humaine commune, qui est qu'on ne puisse admettre qu'à titre de croyance l'existence des choses extérieures, d'où nous tirons pourtant toute la matière de nos connaissances, même pour notre sens intime, et que, s'il plaît à quelqu'un de le mettre en doute, nous n'ayons point de preuves suffisantes à lui opposer. Voilà le scandale tel qu'il est exposé chez Kant. À quoi, et c'est évidemment très fameux, Heidegger répondait dans Être et temps, que le scandale, et je cite Heidegger, le scandale pour la philosophie n'est pas que cette preuve doive toujours être produite, mais que de telles preuves soient attendues et recherchées encore et encore. Alors, que tire Cavell de ces deux lieux classiques de la pensée philosophique autour de cette question du scandale du scepticisme? Eh bien, il en tire moins l'idée qu'il soit scandaleux que la philosophie ne puisse rien opposer de ferme au scepticisme, mais plutôt une insistance sur ce qu'il appelle ce sentiment de scandale, justement, en partie par contraste avec le sentiment de Kant et de Heidegger, un sentiment qui ne vise pas essentiellement la réponse de la philosophie, ou son absence de réponse plutôt, à la thèse ou à la conclusion sceptique, c'est-à-dire ce sentiment qu'il y a quelque chose de fondamental dans notre existence que nous ne connaissons pas. La possibilité, et là je cite Cavell, de ce que je pourrais appeler la nécessité du scepticisme. Et évidemment l'expression est très forte. L'idée que le scepticisme soit nécessaire, donc qu'il ne fasse pas l'objet, qu'il ne soit pas susceptible qu'il n'offre pas prise, qu'il ne donne pas prise à une réponse qui soit une victoire définitive, qui chasse, qui dilue, peut-être comme la douleur. J'étais très sensible à l'idée tout à l'heure que la douleur, quand on a souffert, le souvenir de la douleur passe, mais le fait d'avoir souffert ne passe pas. Je pense que dans cet écart-là, cette incommensurabilité, il y a justement quelque chose qui est très commun entre Lévinas et Cavell, l'idée que finalement il est des doutes, il est des expériences humaines, et pour Cavell le scepticisme en est c'est une expérience humaine, des expériences humaines qui ne se dépassent pas, dont on ne se déclare pas à un moment victorieux, sur lesquels on ne surmonte pas, qu'on ne overcome pas. Et ça, c'est crucial pour Cavell dans son rapport au scepticisme, c'est d'avoir vraiment eu un geste par rapport à la question sceptique qui est tout autre que le geste en quelque sorte classique et un peu scolastique des Américains après 1945, qui a été de débattre entre eux à n'en plus finir sur comment on allait overcome le scepticisme, comment on allait le réfuter et le dépasser une fois pour toutes. Tout le geste cavellien, et c'est là où il rencontre, je crois, très profondément Lévinas, consiste à penser le scepticisme comme incommensurable par rapport à toutes ces thèses et ces arguments philosophiques qu'à un moment on peut dépasser. Donc la nécessité du scepticisme, c'est ça ce qui l'intéresse dans l'expression du scandale du scepticisme, c'est l'idée que le scepticisme est peut-être nécessaire, et ce qui l'intéresse, c'est, je cite Cavell, sa présence paradoxale, donc la présence paradoxale du scepticisme au sein même de notre possession du langage. Aperçu lorsque Descartes affirme que nous sommes trompés par le mot ordinaire voir, et poussés à supposer que nous voyons, pour ainsi dire, véritablement les choses du monde.
Donc la présence du scepticisme dans nos usages ordinaires du langage. L'idée que nous sommes mis en échec ordinairement dans le langage. Et évidemment, c'est là où la convocation du cinéma va être précieuse pour moi. C'est que je pense que tout ce que Cavell donne comme élément de description de cette expérience sceptique indépassable, nécessaire, insurmontable, présente paradoxalement au sein de nos usages du langage, je pense, et Cavell l'a dit lui-même, que la philosophie falls short of descriptions. Enfin, elle manque de description. Elle manque de mots, elle manque d'expérience en fait, elle manque de contenu à donner à cette expérience. Or justement, le travail des Dardenne, et là je cite de mémoire, là pour le coup j'ai un tout petit peu quitté ma route, mais je cite de mémoire une note de Luc Dardenne dans Au dos de nos images, où il dit que leur cinéma vise à recréer de l'expérience humaine, qu'on ne manque pas de concepts pour penser, on manque d'expérience en réalité. Et que l'art si l'art peut nous servir à penser, c'est moins évidemment en nous soumettant des arguments, comme question dans ce titre de colloque, moins des arguments ou des concepts qu'en nous soumettant, en nous donnant des matières à percevoir de l'expérience humaine. Et entre autres, donc, percevoir cette expérience, me semble-t-il, du scepticisme que Cavell a beaucoup pointé. Et c'est là que l'influence cavellienne est importante chez Luc Dardenne. Donc, je cite encore Cavell dans ce passage du scandale du scepticisme où il va convoquer Lévinas, où il dit ce que signifie ce régime d'un ordinaire vulnérable à mes yeux, c'est que nous sommes juges. Et là, on entend, je pense, dans ce juge des choses de Lévinas que Cavell ne déploie pas à cet endroit-là. Nous sommes juges de ce qui appelle et de ce qui tolère un changement dans nos manières de penser et de mettre en mots le monde. Alors que le scepticisme demande en fait que nous renoncions à ce jugement. Le sceptique me dit ce que je crois ordinairement. Par exemple, que le monde existe, comme mes ou nos sens m'en ont informé. Le scepticisme remplace mon ordinaire, sa vulnérabilité et son caractère inarticulé, ou son inhabitabilité. Donc, dans le cours de cette relecture du scandale du scepticisme attaché traditionnellement à ce dialogue, cette réponse de Heidegger à Kant, Cavell aboutit à cette idée paradoxale que, et je le cite, le scandale, c'est moi. Et pour arriver à cette conclusion sur la question du scandale sceptique, il passe par Lévinas. Il passe étrangement par Lévinas, dirais-je, parce que dans le même texte, en fait, il réfléchit une parenté profonde avec Lévinas et il parvient à une conclusion qui a quelque chose qui reconnaît l'écart avec Lévinas pour lui. Cavell remarque un accord profond avec Lévinas concernant ce qu'il appelle l'asymétrie de ma relation à autrui. Par ce qu'il appelle la découverte du problème d'autrui chez Wittgenstein, Cavell vise l'idée qu'il trouve également exprimée chez Lévinas, à d'autres fins, pour ainsi dire, idée que notre rapport à autrui n'est pas un rapport de connaissance, et c'est là le point qui, évidemment, chez Lévinas accroche Cavell, c'est que notre rapport à autrui n'est pas un rapport de connaissance ou bien un rapport de saisie d'objets, et qu'il y a donc une asymétrie fondamentale entre notre approche, notre adresse des autres et notre connaissance des objets, asymétrie qui est un point central du travail de Cavell sur le scepticisme. Et la deuxième parenté, en quelque sorte, c'est que Cavell, comme Lévinas, tire cette idée d'une lecture de la troisième méditation métaphysique cartésienne, et étonnamment de lecture qui diffère cependant en un point crucial, et c'est là où en effet il y aura forcément une conclusion très différente entre Cavell et Lévinas. Leur lecture de la troisième méditation diffère en ceci que pour Cavell, l'importance de cette preuve n'est pas tant qu'elle nous donne accès à l'ouverture, événement violent, événement traumatique, etc., de la mise de l'infini en nous,
mais que dans cet événement-là, ce qu'il se donne, c'est les multiples moments, l'indice des multiples moments où l'autre où nous ignorons l'autre, où l'autre est ignoré. Je cite Cavell. Ce que cela signifie, entre autres pour moi, c'est que le scepticisme à l'égard de l'autre n'est pas une carence intellectuelle généralisée, mais une attitude que j'adopte face à l'opacité d'autrui et à la demande que m'adresse l'expression d'autrui, à la demande que j'appelle scepticisme, mon rejet ou mon annihilation d'autrui. Et je cite ce passage de Difficile liberté que Cavell cite à ce même moment dans son raisonnement dans Le scandale du scepticisme, dans cet essai de la philosophie le jour d'après-demain. Passage qui va ainsi de Lévinas. La connaissance révèle, nomme et par la même classe. La parole s'adresse à un visage. La connaissance se saisit de son objet, elle le possède. La possession nie l'indépendance de l'être sans détruire cet être. Elle nie et maintient. Le visage, lui, est inviolable. Ses yeux absolument sans protection, partie la plus nue du corps humain, offrent cependant une résistance absolue à la possession. Et c'est cette résistance absolue dans laquelle s'inscrit la tentation du meurtre, la tentation d'une négation absolue. Autrui est le seul être que l'on peut être tenté de tuer. Cette tentation du meurtre et cette impossibilité en même temps du meurtre constituent la vision même du visage. Voir un visage, c'est déjà entendre « tu ne tueras point ». Donc, alors que pour Lévinas, la preuve de Dieu et de l'infini mis en moi est la source d'une ouverture à l'autre fini qui est porteuse à la fois de la tentation du meurtre et de son interdit, l'infini est porteuse du coup de cette infinie responsabilité à l'égard d'autrui chez Lévinas. Cette même preuve cartésienne est pour Cavell la marque du fait que, comme il dit, ces autres, ce que Descartes appelle les hommes semblables à moi-même, ne soient pas révélés, mais qu'ils soient au contraire ignorés. Dans notre rapport aux autres, nous sommes, dit Cavell, ordinairement en situation de refuser de savoir, de refuser de connaître, une situation de perte d'une union fantasmée, situation qui pour Cavell est tragique. D'où le fait que le scandale, finalement, c'est moi. C'est tous ces moments sceptiques où je suis en situation de ne pas assumer une responsabilité infinie qui, chez Cavell, n'est pas de manière première à l'égard de l'autre, mais qui est à l'égard de moi-même, plus exactement à l'égard de mes mots. Et c'est là où c'est un philosophe du langage ordinaire et qui a forcément, avec Lévinas, quand même à un moment, un vrai écart. C'est que pour Cavell, cette responsabilité, la position morale est d'abord fondée et d'abord a pour lieu une position à l'égard de nos mots et une capacité ou une volonté, une manière de vouloir dire. D'un vouloir dire qui n'est pas la volonté justement de will, mais qui est inscrite dans le mean, justement. Donc le raisonnement de Cavell dans cet essai, et c'est évidemment important à mes yeux, il s'achève sur un parallèle en quelque sorte inattendu, mais qui est en fait très profond et important, puis je passe à Dardenne, entre la manière dont Lévinas s'oppose à une intellectualisation de la philosophie continentale, l'un des motifs de la philosophie de Lévinas, et la manière dont lui, Cavell, estime qu'il hérite à travers Austin et le second Wittgenstein d'une opposition parente, sœur, fraternelle avec Lévinas, à l'extrême intellectualisation de la philosophie analytique. Vous voyez, donc il y a une opposition, un geste du coup commun sur lequel Cavell, une parenté là profonde avec Lévinas, sur laquelle il insiste en citant ce moment de l'essai de John Austin qui s'appelle Other Minds, où Austin dit que la parole est de l'ordre de la morale avant d'appartenir à l'ordre de la théorie. Et évidemment, dans cette idée que la parole est de l'ordre de la morale avant d'appartenir à l'ordre de la théorie, on est au cœur de justement ce qui fait l'écart entre l'adresse et l'argument, et que Lévinas a pu penser de manière très profonde et singulière. Donc maintenant, Luc Dardenne
comment est-ce que cela intervient? Eh bien, précisément parce que cette idée qui a frappé, l'idée qui a frappé Luc Dardenne chez Lévinas et qu'il s'approprie dans son carnet de bord philosophique, c'est cette idée-là, précisément, de l'apparaître éthique de l'image, dit Luc Dardenne. Donc c'est l'idée que Lévinas exprimait en disant que l'éthique est une optique. Optique du visage, rapport de visage. Ouh là là, 5 minutes. Bon. Jusqu'à la fin de la session. Mais si vous voulez pas de questions, c'est pas grave. Ah oui, non. Eh ben non, mais c'est pas grave, je vais m'interrompre. En fait, je vais juste dire, et puis... oui, je suis confuse pour les extraits de films, du coup. Je vais montrer, hein, oui, peut-être. C'est ça qu'il faut faire, je pense. Je vais introduire l'extrait de film, l'un des 2 extraits de film en un mot, tout à fait. Peut-être au moins un. Oui, tout à fait. Ouais. Peut-être ce qui serait le plus probant, c'est d'introduire un extrait de film avec le texte quand même qui me semble important, dans lequel Lévinas distingue le dire et le dit, et puis ensuite justement passer un extrait de film de Luc Dardenne, des Dardennes, où cet écart entre le dire et le dit me semble manifeste. Et je cite là donc Autrement qu'être, où Lévinas dit que le scepticisme conteste la thèse selon laquelle entre le dire et le dit se répète la relation qui rattache dans la synchronie condition à conditionné. Comme si au scepticisme était sensible la différence entre mon exposition sans réserve à l'autre, et c'est cette absence de réserve qui dit l'asymétrie, et qui donc m'intéressait évidemment. Donc l'asymétrie entre cette exposition sans réserve à l'autre, mon exposition sans réserve à l'autre, qu'est le dire, et l'énoncé du dit dans son équilibre et dans sa justice. Donc l'énoncé du dit, là on est dans son équilibre et sa justice, on est vraiment dans ce que dit l'argument. La philosophie occidentale, dans la philosophie occidentale, le dire s'épuise en dit Lévinas, et justement son geste à lui, mais le scepticisme fait précisément une différence, met un intervalle entre le dire et le dit. Et alors cet intervalle, il me semble que c'est exactement ce que travaillent les Dardennes dans ce film, en fait dans tous leurs films. J'aurais pu vraiment utiliser, réfléchir à cet intervalle-là entre le dire et le dit à partir de 1000 moments dans leur cinéma. Mais il me semble que ce qui est le plus probant, c'est le silence de Lorna, précisément. Parce que dans la variété des silences de cette femme, je ne sais pas si vous avez vu ce film, Le silence de Lorna, qui est donc la trajectoire morale d'une femme qui va naître non pas à la conscience morale, comme c'est le cas dans beaucoup des films des Dardennes, mais naît au sentiment de culpabilité, au sentiment justement que son silence est peut-être un silence coupable. Et alors dans l'extrait qu'on va voir, eh bien on voit la variété de ces silences qui passent et qui en fait à mon avis reflètent la variété des dires et des dits entre un silence coupable, complice, et un silence qui est le silence final auquel elle accède à la fin de la séquence, qui est un silence de pleurs, de désarmement et d'exposition, justement, me semble-t-il, infinie à autrui. Donc en fait, c'est le 6e extrait. Vous l'avez tout. Merci. Elle range les affaires de Claudie, qui est donc T'es sûr de ne pas rester ici? Qui est décédée et qui est la police va voir que tu responsable de fous son décès, évidemment. T'as entendu ce que je t'ai dit? La police va croire que t'as foutu le camp. Laissez-moi lui avoir tête à la fin. Prends-le. Quoi? Le lecteur. Il va plus sur sa mère. Prends-lui. Tu pourras encore rester une semaine. Ça paraîtrait plus normal. Non. Tu vas aller où? Où je vais avant. Tu vas louer ton truc. Je me suis arrangée avec la vie. Tu pourras pas t'asseoir ces trucs? Non.
Pierrot, viens prendre les trucs de caméra, salle de bain. Tu vas tirer la gueule encore longtemps? Si je t'avais dit que le russe refusait d'attendre, t'allais tout dire au camé. Je l'ai senti. Je t'ai aidé à tenir. Tu devrais remercier au lieu de tirer la gueule. Tiens. Le boulot qui n'était pas prévu, 1000 euros. Quel boulot? T'occuper de lui quand il voulait arrêter. Ça a demandé du boulot, non? J'aime pas que tu refuses, ça fait comme si t'étais plus avec nous. T'es toujours avec nous, non? Oui. T'es avec depuis le début, n'oublie pas. C'est parce que tu lui as rien dit pendant 6 mois qu'on a pu lui faire l'overdose. D'accord? Oui. Je garde tes 1000 euros, c'est en toi quand tu veux. Prends la photo. Pierrot, prends un sac. Bonsoir, Madame Morgard. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Madame Moreau. Nous avons encore quelques questions à vous poser avant le rapport d'autopsie. Pardon, je vais prendre ton sac. On t'attend dans la voiture. D'accord. Bonsoir. André? Oui. Le rapport d'autopsie confirme qu'il s'agit bien d'une overdose. Lui, connaissez-vous un ennemi qui aurait pu voir sa mort? Non. Quelqu'un qui aurait eu intérêt à le tuer en usant une overdose? Non. Il venait d'arrêter de se droguer. Est-ce qu'il était dépressif? Non. Appel au suicide. Non. Vous aviez demandé le divorce parce qu'il vous frappait. Oui. Il savait que vous alliez l'obtenir? Oui. Depuis quand? Quand j'ai reçu la lettre du juge. Il y a 4 jours. Le dealer, il parlait de quel jour? Vendredi, il y a 4 jours. Ce soir-là, votre mari a appelé un dealer pour acheter de l'héroïne. Il y a peut-être un rapport avec la nouvelle du divorce. D'après le dealer, c'est vous qui avez empêché votre mari d'en acheter. Oui. Seul dans un moment de dépression, vous pensez qu'il a pu replonger et volontairement ou accidentellement se faire une overdose? C'est possible. Bien. On va vous laisser. Au revoir. Bonsoir, Moreau. Je pars à travers. Bon, alors, il faut peut-être la lumière. Les lumières. Que la lumière soit. Bien. Merci beaucoup à Élise Domnac. Donc on va clore cette session, la remerciant. Et donc.